Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par dire le plaisir vraiment qui est le mien de me retrouver une nouvelle fois parmi vous pour discuter de sujets qui, je crois, nous passionnent tous. Et en l'occurrence, ce soir, je vais vous parler, je vais essayer de construire ma conférence autour d'une personne, de Paul Gouret, que j'ai donc appelé un océanographe de la République. Alors, vous vous en souvenez, vous le savez, la station d'Andoum a été officiellement inaugurée en juin 1888. Les travaux avaient commencé avant, mais l'inauguration officielle, c'est juin 1888. Cela veut dire que la station d'Andoum aura 130 ans cette année. Et c'est le bon moment, je crois, pour revenir ensemble quelques instants sur le passé de cette institution. Alors, je ne consacrerai pas mon propos de ce soir à une histoire de la station, à une histoire du laboratoire. Ça a déjà été fait dans le cadre d'ailleurs de ces conférences et puis dans le cadre aussi de publications. Donc je serai très très rapide là-dessus. Mais j'aimerais en revanche réfléchir avec vous sur la singularité de cette institution dans le paysage de l'océanologie européenne avant 1914. Et réfléchir aussi sur l'engagement pionnier des hommes qui l'ont fondé, sur cette volonté qui a été la leur d'inscrire la recherche dans la cité, une volonté qui me semble toujours vivante en ces lieux, comme en témoigne votre présence et ce soir ici et le fait que nous soyons réunis. Alors, j'appuierai ma présentation sur un biologiste qui est régulièrement oublié ou négligé par l'histoire locale, mais aussi, disons-le, par l'histoire de l'océanologie. Ce personnage, c'est Paul Gouret, qui a joué un rôle déterminant au sein de la station marine d'Andoum entre 1890 et 1900, en contribuant à lui donner une orientation finalement assez particulière, assez originale au sein du paysage de la recherche scientifique à l'époque. L'historiographie a laissé Gouret dans l'ombre d'Antoine Fortuné-Marion. On cherchera en vain son nom sur les plaques des rues de Marseille. Il n'existe aucune rue Paul Gouret, aucune place, aucune plaque commémorative. Le seul Gouret qui a droit de citer, c'est son fils Léon, parce qu'on a donné son nom au môle qui, sur le bassin de l'Estac, abrite aujourd'hui les escales des croisiéristes. Lorsque Paul Gouret est nommé sous-directeur de la station d'Andoum, nous sommes en 1889, l'étude des mondes marins a déjà un passé ancien dans la capitale provençale. Le golfe de Marseille, il faut le rappeler très très vite, a fourni le terrain d'observation de ce qui est considéré comme le premier ouvrage d'océanographie scientifique, l'histoire physique de la mer, publié par Marcilly en 1725. Et puis Marseille a aussi été le berceau d'autres recherches prestigieuses. Je pense par exemple à celle de Jean-André Peyssonnel, qui a démontré la même année, en 1725, la nature animale du corail. Les biologistes qui sont installés dans le port provençal participent de l'essor de l'océanologie qui marque les deux premiers tiers du XIXe siècle en Europe et dans le Nouveau Monde. En France même, la biologie marine a bénéficié au milieu du XIXe siècle de la conjonction de plusieurs facteurs. Elle est d'abord à la croisée de deux courants idéologiques, il faut le rappeler. Le saint-simonisme d'abord, qui imprègne la politique scientifique de Napoléon III. Le saint-simonisme, c'est l'idée que les industriels, les savants, les ingénieurs doivent diriger le pays pour le bien commun. Ce saint-simonisme, il rejoint un autre courant important à l'époque, qui est le positivisme. C'est un courant qui triomphe dans les universités au milieu du siècle, et un courant qui affirme que la vérité ne peut surgir que de l'étude des faits objectifs et non des spéculations métaphysiques. On a donc bien là deux courants qui encouragent fortement l'essor de la recherche scientifique. Deux courants qui expliquent d'ailleurs que certains biologistes marseillais aient bénéficié d'un soutien de l'État. Je pense à Alphonse Derbès,
qui, à l'image de Victor Coste pour l'étang de Thau, a cherché à implanter l'ostréiculture dans l'étang de Berre en 1856. C'est aussi ces courants politiques ou philosophiques qui expliquent que Henri de la Casse-du-Thiers ait été envoyé en mission scientifique en Algérie en 1860 pour étudier la reproduction du corail, alors que, rappelons-le, la Casse-du-Thiers s'était opposée au coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte. Deux courants idéologiques, donc, et un contexte politique, celui du colonialisme et de la défaite de 1870 contre les Prussiens. On retient l'idée, en France, à cette époque-là, que c'est la science allemande qui a vaincu le pays, qui a vaincu la France, et donc il faut renforcer la science française et s'imposer du même coup dans le théâtre stratégique méditerranéen. Et donc la station d'Andoum, qui a été inaugurée en juin 1888, elle est, comme Banyuls, comme Sète ou comme Villefranche, la conséquence de cet appui de l'État. Antoine Fortuné-Marion en est le maître d'œuvre. Il est directeur du laboratoire de biologie de Marseille depuis 1874. Il a obtenu en 1876 la chaire de zoologie de la faculté des sciences et c'est sous sa direction que le jeune Gouret va préparer sa thèse sur la faune pélagique du golfe de Marseille, une thèse qu'il soutiendra en 1884. Pour comprendre la genèse de l'action de Gouret, il faut brièvement revenir sur les axes qui caractérisent les recherches menées à Marseille avant l'ouverture de la station. Le premier de ces axes relève de la recherche fondamentale. L'embryologie s'y taille une place fondamentale autour des travaux de Marion, mais aussi autour des travaux d'Alexandre Kowalewski, qui séjourne à Marseille au début des années 1880, aux côtés de biologistes allemands comme August Weismann ou Karl Krukenberg. Parallèlement à cette recherche fondamentale, un deuxième axe se développe à Marseille dès la décennie 1870, sous l'impulsion de Marion, celui d'une étude de la diversité biologique des eaux méditerranéennes, abordée y compris sous l'angle de leurs ressources de pêche. Entre 1872 et 1879, Marion réalise des campagnes de prospection dans les eaux méditerranéennes, sur les côtes algériennes, dans le golfe de Marseille. À Marseille même, il se fait aider par un patron pêcheur, Joseph Armand, salarié par le laboratoire. Il en sortira, vous le savez, une étude majeure, toujours utilisée aujourd'hui à titre d'état zéro, qui est l'esquisse d'une topographie zoologique du golfe de Marseille, publiée dans les annales du Musée d'histoire naturelle de Marseille en 1883. Alors, on a là quelque chose qui dépasse une simple approche de la biodiversité. Parce que Marion, dans son esquisse, tente aussi d'apporter la preuve d'un appauvrissement des habitats, une destruction des habitats, un appauvrissement de la ressource sur cette partie du littoral en raison des aménagements portuaires et industriels, ce qu'on appellerait aujourd'hui les réclamations. Donc, pour conclure très, très rapidement cette présentation des bases de l'action de Gouret, je dirais que l'idée d'un engagement des océanologues au service d'une exploitation raisonnée de la ressource marine est une idée qui est posée dès la décennie 1880. Marion définit à ce moment ce qui va devenir la marque de fabrique, en quelque sorte, du laboratoire d'Andoum et qu'il nomme zoologie appliquée. Il s'agit, de son point de vue, de partir de la connaissance de la ressource pour conseiller les professionnels de la pêche, conseiller les gestionnaires du domaine maritime, afin de garantir la pérennité des richesses et du vivant. Alors ça suppose évidemment de ne pas rester dans sa tour d'ivoire et de devenir un acteur des politiques économiques et sociales. Et c'est la raison pour laquelle Marion accompagne en 1887 la reconstitution du service technique des pêches maritimes, dont Gouret deviendra inspecteur général beaucoup plus tard, entre 1900 et 1902. Ça explique aussi que Gouret se soit fait élire comme conseiller municipal de Marseille entre 1887 et 1892. Parce que l'élève de Marion va
infléchir rigoureusement ses recherches sous l'influence de son maître. Lorsqu'on examine les 70 publications scientifiques de Gouret entre 1883 et 1899, on voit bien qu'on constate qu'un tournant est pris par ce chercheur après 1890. Jusque-là, Gouret a été occupé par des travaux de zoologie portant sur la faune pélagique, les protozoaires, les dinoflagellés. À partir de 1890, ce chercheur déplace ses centres d'intérêt sur la gestion des pêches côtières. Et cette orientation va donner au laboratoire d'Andoum un profil particulier. Alors certes, à la même époque, d'autres laboratoires d'océanologie se préoccupent d'économie halieutique. C'est dans ces mêmes années que Raphaël Dubois mène quelques expériences d'élevage de Pinna nobilis dans le laboratoire de Tamaris, qui dépend de l'université de Lyon. Le même s'investira au début du XXe siècle dans l'étude des éponges grâce à la mise en place de l'annexe de Tamaris, qui est la petite station de Sfax, un établissement très modeste, mais dans lequel Raphaël Dubois va mener des recherches importantes. Mais c'est bien à Marseille que l'étude des pêches côtières, de leur technique, de leur impact sur la biomasse sont les plus poussées. Gouret devient sous-directeur du laboratoire d'Andoum à 30 ans. Dans les faits, il va en assumer la responsabilité. Et il va développer au cours de la décennie 1890 les orientations qui avaient été définies avec Marion. Alors Gouret, c'est un travailleur infatigable qui investit tous les domaines de la recherche, la préservation, l'éducation, la formation, l'analyse de l'impact des activités anthropiques sur la faune et la flore. Et je vais commencer par un premier aspect de son engagement, celui de la protection de la ressource, avec la création du cantonnement d'Andoum. L'idée de mise en réserve d'une partie du littoral n'est pas née à Marseille. Au niveau national, les cantonnements sont autorisés par le décret impérial de 1867 sur les pêches côtières. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs décennies qu'au niveau national, sur l'Atlantique, on réfléchit ou on crée des cantonnements. À Marseille, évidemment, ces expériences qui sont menées sur l'Atlantique font réfléchir. Et ce projet de création, on sent qu'il est dans les tiroirs dès la décennie 1870. Bien avant la création du parc national des Calanques, Marion et Gouret vont se faire les artisans d'une zone de protection intégrale d'une portion de l'étage infralittoral. À leurs yeux, cette création aura valeur d'expérience, mais aussi de modèle. On a là deux chercheurs qui songent à étendre ce cantonnement qu'ils vont créer à Marseille à l'espace colonial, et en particulier au golfe d'Alger. Alors le projet, tel que l'a rédigé Gouret, et tel qu'il le défend devant les élus municipaux, est ambitieux. Gouret veut certes créer une zone de protection intégrale, mais il aimerait l'assortir de l'installation de récifs artificiels sur lesquels il prévoit de réintroduire, je le cite, c'est pas très précis, vous allez voir, mais on ne peut pas en dire plus, il dit « Je veux réintroduire des crabes de Saint-Tropez », est-ce qu'il pense à Mayasquinado, pas très clair, des turbots de fosse, plusieurs centaines de homards, des clovis et des praires. Ces récifs, Gouret les imagine comme susceptibles de protéger aussi une espèce à laquelle il s'intéresse, c'est Sabellaria alveolata, qui se présente en grand récif, en colonie importante dans la baie du Prado et aussi du côté de l'Estac. On a peine aujourd'hui à imaginer l'importance de ces récifs de Sabellaria qui sont analogues à ceux qui pouvaient exister et qui existent encore aujourd'hui dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et puis, Gouret poursuit un objectif. Il se dit que ces récifs empêcheront l'activité de chalutage. Vous voyez que l'idée n'est pas nouvelle. Et permettront d'accroître la biomasse et les densités dans le golfe par
exportation de la faune et dispersion des larves. Alors, il n'utilise pas ces termes-là, ne faisons pas d'anachronisme. Gouret appelle cela l'ensemencement permanent des eaux marseillaises. Il obtient l'accord des pêcheurs professionnels et de la municipalité, et il arrive à créer ce cantonnement en 1894, voilà, selon une localisation qui a été proposée par Marion dès 1889. Vous voyez, ce cantonnement qui a existé allait en gros du Marais Graphe jusqu'à l'embouchure de l'Uvonne. Ce cantonnement va avoir une existence brève. Il est officiellement supprimé par un décret du président de la République en 1898. Les raisons de sa disparition sont de plusieurs natures. Je crois que la première explication, elle réside dans l'histogramme que je vous ai projeté ici. Les années 1890 à Marseille sont des années d'explosion du nombre de plaisanciers dans le Golfe. Et la courbe de fabricants d'hameçons est calquée en fait sur l'importance de la plaisance à Marseille. Or, la corniche est la zone de pêche traditionnelle des plaisanciers, des pêcheurs amateurs, qui possèdent souvent des barques qui sont propulsées à la rame, et donc la municipalité socialiste, qui est aux commandes à ce moment-là, a tendance à soigner son électorat, à ne pas mécontenter la population ouvrière, et elle va en quelque sorte relayer l'opposition de ces plaisanciers au cantonnement, ce qui évidemment, là aussi, nous rappelle un certain nombre de choses. Le braconnage est aussi une réalité qui peut expliquer la disparition du cantonnement, parce que ce braconnage qui est important, difficile à contrôler puisque Gouret ne dispose pas de vedettes ou d'une police du cantonnement, ce braconnage fait que les pêcheurs professionnels ont l'impression de ne pas se retrouver dans ce projet. Certains braconnent sur la zone, eux, en tant que pêcheurs professionnels, ne peuvent pas le faire, et donc ils vont se désolidariser au bout de quelques années de l'action du biologiste. La suppression du cantonnement, c'est le premier échec de Paul Gouret. Elle va se traduire en février 1898, Gouret le dit dans ses lettres, dans ses papiers personnels, par une véritable curée. En quelques heures, plusieurs centaines de bateaux vont se porter sur le site et ils vont ruiner très rapidement, en quelques jours, les efforts entrepris depuis 1894. On manque de sources là-dessus. Gouret fait allusion à des mesures, il fait allusion à des enquêtes qu'il aurait menées pour mesurer la taille des poissons, mais on n'a pas retrouvé ces notes-là de Gouret. Elles n'existent plus ou alors elles sont égarées. Alors Gouret ne se décourage pas, c'est un homme qui est très volontaire, et donc parallèlement au cantonnement et aux difficultés du cantonnement, il considère qu'il faut promouvoir l'éducation à l'environnement, et comme pour le cantonnement, son action dans ce domaine est réellement pionnière à Marseille. Alors agir par l'éducation, c'est agir de deux façons aux yeux de Gouret. C'est d'une part créer une école professionnelle des pêches maritimes. Et c'est d'autre part créer un musée des pêches à Marseille. Alors commençons par l'école des pêches. Elle est proposée par Gouret en 1893. Gouret anticipe ici en quelque sorte la fondation en 1895 au niveau national de ce que l'on appelle la Société d'enseignement professionnel et technique des pêches maritimes, par Émile Cacheux. Donc il a de l'avance par rapport aux politiques nationales, et il parvient à faire adopter sa proposition d'école de pêche par la municipalité en 1895. Alors, l'État a été beau joueur, l'État a soutenu l'initiative, on a mis à disposition de la ville le croiseur de 3e classe, l'Hirondelle, qui est en fait l'ancien yacht de l'impératrice Eugénie. C'est un bâtiment de 80 mètres qui était ancré dans le Vieux-Port en face de l'hôtel de ville. Et cette école ouvre officiellement en 1897. Elle est la première du genre en Méditerranée. Elle a une vocation régionale, puisque Gouret imagine qu'il va attirer des élèves du Languedoc, du Roussillon. Dans les faits, ce recrutement extérieur restera toujours modeste, puisque en 1900, si on regarde les 31 élèves qui étaient inscrits à l'école, un venait du Var, un venait de l'Aude, un de l'Hérault, et tous les autres étaient originaires de la région de Marseille. C'est une école qui dispense un véritable apprentissage. C'est une formation en 3 ans,
avec un personnel permanent. Hein. Outre Paul Gouret, on trouve un capitaine au long cours, 2 patrons pêcheurs, 4 instituteurs, un dessinateur, 3 professeurs de mathématiques, une cuisinière. Bref, une vraie école. Une école qui est ouverte à des élèves entre 11 et 20 ans. On a aménagé des cabines pour les internes, les 2 tiers des élèves sont internes. Et c'est une école qui ne ressemble en rien, attention, il ne faut pas la confondre, on le fait parfois, mais il ne faut pas. Elle ne ressemble en rien à l'école des Mousses, qui existe à la même époque à Marseille, qui a fort mauvaise réputation, qui est une école patronale hein, de la Chambre de commerce, école des Mousses qui est l'équivalent d'une maison de correction. Hein. Donc on a là, dans l'école des pêches, quelque chose d'une nature complètement différente. Alors, les horaires de l'école sont assez stricts. Hein, on commence le matin à 8 h, on finit à 19 h 30. Les élèves ne sont là que pour étudier. Le programme est d'ailleurs très intéressant. On y apprend les techniques de pêche, les règles de navigation, à partir de cours théoriques et pratiques. On y acquiert aussi une culture générale en histoire, en géographie, en grammaire, en calcul. Mais plus novateur encore, on dispense aux élèves inscrits des connaissances en biologie marine, sur les mœurs des poissons, sur les modes de reproduction et de croissance. Et puis on va même installer sur l'Hirondelle un atelier de conservation et de salaison pour familiariser les jeunes avec les procédés de montage des barils ou d'apertisation. C'est une école qui est ouverte aussi aux enfants des classes marseillaises. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est fermé, c'est une école vraiment ouverte sur la cité, puisque le jeudi matin, les instituteurs de la ville peuvent amener leurs élèves, évidemment à tour de rôle, et ces élèves qui fréquentent l'école des pêches peuvent même passer une épreuve spéciale, hein, culture des pêches, lors de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires. Ça leur permet de remplacer l'épreuve d'agriculture. Hein, donc vous voyez, il y a là une ouverture sur la cité. Gouret, que vous voyez ici au centre avec sa barbiche pointue et le personnel de son école, a écrit un manuel pour ses élèves et pour faire avancer les connaissances sur les pêches. Hein, c'est leçon de choses appropriées à la profession du marin et du pêcheur, hein, le marin et le pêcheur. Et Gouret n'oublie pas aussi de se faire formateur des formateurs, puisqu'il organise des sessions de formation pour les instituteurs sous forme de cours et de sorties en mer. Hein, donc vous voyez, il y a là quelque chose de très novateur sur le plan pédagogique. Mais ça ne lui suffit pas. Hein. Gouret ambitionne de parler de la mer à l'ensemble de la population marseillaise. Et donc, il installe en 1897, alors on n'a aucun cliché de cet endroit, hein, je ne peux pas vous en montrer, mais il installe en 1897 un musée maritime de pêche et des produits de la mer. Ce musée était installé montée du Saint-Esprit, près de l'église des Accoules. C'était un ancien bâtiment qui avait appartenu avant la Révolution aux Jésuites. Et c'est un musée qui est composé de 4 salles très spacieuses qui visent à l'éducation du grand public autant que des professionnels. Gouret, qui veut faire montre de pédagogie, a banni des vitrines de son musée les termes scientifiques. Hein, il expose 1 millier d'objets à peu près, qui sont tous désignés sous leur nom vernaculaire. Heureusement, hein, on a gardé dans le fonds Gouret l'inventaire de ce musée, c'est la seule chose qui reste de ce musée. Et alors c'est un inventaire très très bien écrit, à la plume. Vous avez ici un détail de l'inventaire, hein, c'est un clin d'œil évidemment au directeur, c'est un peu une ville flagornerie de ma part, qui concerne la page sur les éponges. Il y a 5 pages sur les éponges, hein, il y avait une grosse collection d'éponges dans le musée de Gouret. Et on découvre, au gré de ces pages d'ailleurs, que ce musée faisait appel à des donateurs non marseillais, à l'image du négociant en éponges Georges Weil, qui avait fourni au musée des éponges provenant de Cuba et des Bahamas. Alors c'est un musée dédié aux pêches et à l'utilisation des richesses de la mer, mais c'est un musée, et là on mesure à quel point cet homme avait des idées modernes, hein, c'est un musée qui a une dimension anthropologique. L'une des salles est dédiée aux gestes et aux croyances des pêcheurs marseillais. Et dans cette salle, il y a des recueils d'adages provençaux, hein, qui circulent dans le port. On y apprend par exemple que les pêcheurs marseillais qui souffraient de maux de tête portaient sous leur bonnet un hippocampe en guise de remède. Hein.
Donc le musée de Paul Gouret, il apparaît un peu comme l'ancêtre des rares musées des pêches existants autour de la Méditerranée. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui encore. Hein. Le plus beau, le plus novateur, me semble-t-il, c'est celui de Palamos en Catalogne. Hein, mais en Méditerranée française, on n'en possède pas. Ce qui me permet quand même de vous faire remarquer la pauvreté muséale de Marseille dans ce domaine. Hein, les pêches ne semblant pas du tout une priorité dans les politiques culturelles. Cette volonté du sous-directeur du laboratoire d'Andoum de transmettre le fruit des recherches conduites par les océanologues débouche pourtant sur un deuxième échec. L'école des pêches ferme en 1901. C'est une école qui était étroitement dépendante du financement de la municipalité, et donc elle dépend d'un changement de majorité. Et puis l'école a connu des dysfonctionnements qui justifient aussi sa fermeture. Au-delà d'un manque chronique d'argent, elle n'a pas rempli ses objectifs initiaux. Les élèves qui ont fréquenté l'école des pêches ne sont pas des enfants de pêcheurs. Lorsque l'on regarde qui sont ces élèves, quelles sont les familles de ces élèves, on s'aperçoit que ce qui domine, ce sont les familles de navigants liées aux compagnies de commerce maritime, compagnies transatlantiques, compagnies des postes et télégraphes. Ce sont donc des enfants qui sont issus des classes moyennes, à la recherche de formation en matière de navigation. L'école des pêches a donc failli à sa mission initiale. Quant au musée des pêches, il ne survivra pas à Paul Gouret. Son fonds est dispersé en 1903. Alors on en repère une petite partie dans les stands de l'exposition coloniale de 1906. Et puis on repère aussi des reliquats de ce fonds dans les greniers de la Villa Diamantée jusqu'aux années 1970. Et après, on en perd définitivement la trace. Ces difficultés rencontrées par Paul Gouret pour chacune de ces initiatives ne le découragent pas. C'est quelqu'un qui, jusqu'à sa mort, va continuer à œuvrer pour la préservation du golfe de Marseille. 4 années avant de disparaître, il publie un petit texte intitulé, un texte très important, intitulé « De l'influence des jets en mer sur la faune marine ». Ce texte, il est le support d'une communication que le chercheur a présentée au Congrès international des pêches maritimes de Dieppe en 1898. Alors curieusement, c'est un texte qui a à mes yeux une importance majeure et qui pourtant est passé inaperçu et continue de passer inaperçu dans l'histoire de l'océanologie. Les chercheurs qui travaillent sur les pollutions marines en Méditerranée ignorent ce fascicule. Ce fascicule représente pourtant un tournant essentiel dans l'histoire de l'expertise des pollutions marines. En une quinzaine de pages, l'océanologue y dresse un constat sans appel de la toxicité de l'industrie chimique marseillaise pour les écosystèmes marins. C'est à propos d'ailleurs de l'étude des déchets liquides de l'usine Rio Tinto de l'Estac que le travail de Gouret apparaît le plus intéressant. Alors, la société de l'Estac, elle naît en 1882 lorsque la société minière anglaise Rio Tinto, qui est installée en Andalousie, décide d'implanter l'une de ses filiales près du village de l'Estac à Marseille. Alors, ce que Rio Tinto veut fabriquer à Marseille, c'est du cuivre, mais aussi de l'acide sulfurique et ses dérivés, des superphosphates, des engrais chimiques et du sulfure de carbone. La technique qui va être utilisée par Rio Tinto, c'est le grillage des pyrites de cuivre venus d'Andalousie. Il y a des grandes mines de cuivre, les plus riches du monde d'ailleurs, en Andalousie à l'époque, du côté de la Union, et ces mines sont exploitées dans des conditions d'ailleurs effroyables, par ce qu'on appellerait aujourd'hui des transnationales. Rio Tinto en est une. C'est le numéro 1 du cuivre à l'époque en Europe. Et donc ils installent cette usine à l'Estac, une usine qui est construite rapidement malgré des oppositions locales, qui fonctionne dès 1882 et qui rejette dès 1882 par l'intermédiaire de 3 conduites, de 3 émissaires, directement en mer, de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique, du chlorure de calcium, du sulfate de sodium.
les textes des ingénieurs à l'époque expliquent que les rejets acides étaient tellement importants qu'il fallait changer les bouées métalliques d'amarrage des navires qui approchaient de l'usine. Il fallait changer tous les 6 mois parce qu'elles étaient rongées par l'acide. Hein, ça donne une idée de la puissance des pollutions dans cet espace. Et c'est sur cet espace très pollué que Paul Gouret va tenter de démontrer scientifiquement la nocivité de ces rejets industriels. Alors, il va procéder selon une méthodologie tout à fait scientifique. Hein. Il va d'abord faire un inventaire précis des espèces benthiques qu'il peut observer entre 2 et 5 mètres. Hein, il se concentre sur les herbiers de Posidonie, alors il les observe de la barque et puis il prélève aussi des échantillons avec une épuisette, avec un salabre. Et il va comparer ces résultats avec l'état zéro que constituait l'inventaire réalisé au même endroit par Marion quelques mois auparavant, quelques mois avant que les déversements commencent. Hein, donc là, nous sommes en 1897, 96, lorsque Gouret fait ses mesures. Il dispose de cet état de Marion, qui est très pratique, et il s'aperçoit que le résultat est sans appel. La population des seuls échinodermes est passée de 9 espèces à 0. L'oursin violet a complètement disparu. Quant à l'habitat devant l'usine, qui constitue le deuxième axe d'investigation du scientifique, eh bien, Gouret va prélever de la vase, il va prélever à l'aide de dragues de l'herbier, hein, de la Posidonie, et il constate que l'herbier s'est dégradé, qu'il est rongé par les acides, que localement, il ne subsiste plus que sous la forme d'une matte morte, et que les feuilles qui ont résisté se caractérisent toutes par des phénomènes d'atrophie. Donc, biodiversité, habitat, et puis Gouret va continuer. Il va faire analyser la vase devant l'usine. Dans son laboratoire, il essaye de comprendre un peu ce qui s'accumule devant cette usine de Rio Tinto, et il détecte des taux extrêmement élevés de tout un tas de produits chimiques, des carbonates de chaux, du chlorure de sodium, etc. Bref, en 1898, Gouret fournit la démonstration scientifique des pollutions engendrées par l'industrie marseillaise. Alors, ça semble peu de choses, sauf que ça n'existe pas ailleurs. C'est la première fois à l'époque contemporaine que l'océanologie produit une étude dédiée à l'impact des pollutions sur le milieu marin. Il faut quand même rappeler que Marseille avait connu un petit précédent. En 1769, au XVIIIe siècle, donc, ce n'était pas un naturaliste, c'était un homme de lettres, c'était un dominicain qui s'appelait le père Menck, c'était un ecclésiastique, il était aumônier au château d'If. Et le père Menck avait publié, il avait publié en 1769, un mémoire d'une 50aine de pages qui s'appelait « Les causes du dépeuplement du golfe de Marseille ». Et Menck dénonçait dans le dépeuplement du golfe de Marseille les rejets par les savonniers des terres de savonnerie. Et alors, il n'était pas naturaliste, mais il avait eu l'idée de placer dans un aquarium rempli d'eau de mer de la terre de savonnerie et de lâcher des poissons vivants dans cet aquarium qui étaient morts au bout de quelques minutes. Et donc Menck avait dit nous sommes en train de tuer le golfe de Marseille par les rejets que nous faisons des terres de savonnerie. C'était en 1769. Donc vous voyez qu'il y a à Marseille, finalement, deux événements majeurs dans l'histoire des pollutions marines, l'un dès le XVIIIe siècle, l'autre sous la plume de Paul Gouret à la fin du siècle. Et ce qui donne d'ailleurs à Marseille une singularité et vraiment un caractère pionnier dans l'étude des pollutions. Et on sait à quel point ces pollutions ont été étudiées de manière importante après la Seconde Guerre mondiale. Gouret meurt le 18 avril 1903, à l'âge de 44 ans. Il meurt peu de temps après Marion. Marion s'est éteint en 1900
Marion avait été brisée par la disparition de sa fille Marie-Virginie en 1899, et donc les deux hommes meurent de manière rapprochée, vous voyez. Et l'océanologie marseillaise est littéralement décapitée par la disparition de ses dirigeants. Le décès de Pierre Stéphan, qui avait pris la suite de Gouret à la tête de la station, aggrave encore les choses. Cette perte de vitalité de l'océanologie marseillaise ne s'explique pas uniquement par la disparition des équipes. On sait que les équipes sont essentielles dans la vitalité de la recherche. Les équipes sont la première chose, il faut qu'elles soient soudées, il faut qu'il y ait des dynamiques, il faut qu'il y ait une convivialité dans les laboratoires. Donc ça a joué un rôle. Mais il y a autre chose, c'est que les budgets alloués à la recherche et à l'entretien de la station d'Andoum n'ont pas suivi l'extraordinaire productivité de ces chercheurs entre 1888 et 1900. En 1899, Andoum dispose d'un subside annuel de 4 375 francs. La même année, le laboratoire de Naples dispose d'un équivalent de 200 000 francs. Donc évidemment, dans ces conditions, il est évident que dans ces conditions, la recherche fondamentale semble moins gourmande en subsides qu'une recherche de zoologie appliquée telle que l'avait pensé Marion et Gouret. Et d'ailleurs, ce constat dépasse Marseille. Raphaël Dubois, en 1916, parlant de son laboratoire de la Seine, qui n'arrive plus à vivre par manque d'argent, va même parler d'infanticide universitaire. C'est une belle expression. Des mots qui auraient pu s'appliquer à Andoum à la même époque. Par une ironie du destin, je dirais, le laboratoire d'Andoum renoue en 1914 avec l'idée de cantonnement, puisque vous le savez, on va y loger les troupes en partance pour les Dardanelles. L'éclipse qui se produit dans les années 20 et 30 ne sera heureusement pas durable, puisque à partir de 1948, sous la direction de Jean-Marie Pérez, vous le savez, ce laboratoire va retrouver une audience internationale, renouer en partie avec les orientations qui avaient été celles de Marion et Gouret. Andoum redevient un phare de la recherche océanologique, on peut dire européen, un phare qui, fort heureusement, ne s'est jamais éteint depuis. Je vous remercie.